Dans seulement 30 jours, un astéroïde supermassif entrera en collision avec la planète Terre, avec de grandes chances d'anéantir toute forme de vie. Et avec des centaines de joueurs sachant que le monde est sur le point d'exploser, pensez-vous qu'ils vont s'unir pour essayer de survivre ? Ou vont-ils se faire la guerre et commettre les pires atrocités, sachant qu'il n'y aura aucune conséquence ? Il s'agit principalement d'une expérience sociale menée par le youtubeur Cypover sur un serveur survival multiplayer impliquant de nombreux joueurs. Les crédits sont dans la description. Le premier jour après avoir reçu la nouvelle drastique, nous avons commencé notre aventure sur une île isolée de l'humanité située sur la côte est de la Russie. L'objectif principal est de former des alliances avec d'autres joueurs et, si nécessaire, de construire un arsenal de guerre surpuissant, comme une forteresse, un avion bombardier nucléaire et tout ce qu'il faut pour faire tourner l'économie et occuper l'humanité. Cependant, avant tout, il était nécessaire de collecter certains matériaux, plus précisément des diamants, afin de fabriquer notre première armure. Il faut agir vite, car nous serons bientôt entourés des individus les plus cruels et sanguinaires. Alors que notre position n'avait pas encore été découverte et que nous étions temporairement en paix, les choses menant de l'autre côté du monde devenaient un peu incontrôlables. Avec l'effondrement imminent du monde, de nombreuses personnes ont commencé à commettre des actes horribles, volant, se battant, pillant et incendiant. Certains d'entre eux ont même organisé une compétition entre eux, qui consistait à éliminer le plus grand nombre possible d'adversaires avant le jour du grand désastre. Enfin, revenons à notre voyage. Le groupe a passé le reste du jour à éviter les ennuis, se limitant à miner et récolter des ressources. Le deuxième jour, nous avions déjà obtenu assez de diamants pour fabriquer notre première armure complète. Maintenant, nous étions prêts à affronter n'importe qui. Nous avons repéré l'ennemi du coin de l'œil et avons rapidement été découverts par 2 espions. L'un d'eux s'est approché calmement, tentant de créer un lien d'amitié en complimentant notre plantation de la veille. À cet instant, seules 2 choses me venaient à l'esprit. Je dois rapidement m'échapper d'ici ou cesser d'être une proie et devenir un prédateur risquant de tuer 2 innocents. Bien sûr, la deuxième option est plus intéressante, bien qu'un peu malhonnête. Avançant avec la hache, le protagoniste a attaqué les joueurs qui ont supplié pour leur vie. Il a finalement choisi d'écouter leurs propositions. Après de nombreux échanges, un lien s'est tissé. La meilleure façon d'entamer la saga serait une petite alliance. Spey et Mindless sont des hommes courageux et loyaux, malgré leur armure modeste. Ainsi, nous sommes allés visiter leur base, située à seulement 200 blocs de notre caverne. Là-bas, un autre membre a été trouvé. Il s'appelle Maître de cérémonie Yoon, qui apparemment, après avoir appris qu'un astéroïde allait frapper la Terre, est devenu fou et était complètement triste, ivre et perdu. Pendant que nous formions ce petit groupe, les autres joueurs du monde entier déclarèrent la guerre les uns aux autres. De petites usines et des bases commençaient à prendre forme et des choses barbares s'y produisaient, tandis que des dizaines de personnes innocentes étaient éliminées du test social. De nombreux événements anarchiques survenaient aléatoirement à travers le monde, notamment en Afrique, aux États-Unis et en Australie. Notre groupe grandissait avec quelques grands esprits, comme Fast Jazz et A1306. Le 5e jour, j'ai réuni le groupe pour élaborer un plan de survie complet. Après des heures, nous avons décidé de nommer l'Alliance les Écraseurs. Notre but était d'obtenir rapidement des fermes et de sécuriser le bunker le plus sûr pour attendre l'apocalypse. Et lors de l'une de nos réunions, une flèche tirée à plusieurs mètres de distance a traversé des centaines de blocs et a fatalement touché la tête de maître de cérémonie Yan, l'éliminant presque instantanément. Les auteurs de cette flèche étaient un groupe de novices appelé la Légion, dirigé par Merfin. Ce groupe a traversé tout le continent, détruisant absolument tout sur son passage, jusqu'à finalement arriver jusqu'à nous. C'est ainsi que la première bataille entre groupes a commencé. Ils sont venus à travers la forêt que nous avions mentionnée précédemment, et sont allés directement à l'affrontement au corps à corps, alors que nos membres n'étaient pas du tout préparés pour cette bataille en particulier. 2 de nos guerriers ont donc été éliminés, aggravant la situation pour notre équipe. Avec nos forces retrouvées, nous avons contre-attaqué la Légion, éliminant certains membres et les forçant à retourner d'où ils venaient. Ainsi, ils ont peut-être gagné la bataille, mais la guerre ne faisait que commencer. La première étape consistait maintenant à essayer d'obtenir les meilleures armures et outils possibles. Ils ont commencé par construire une base secrète et souterraine où fonctionnait une super usine d'échange avec des villageois conçue et réalisée par le génial Fast Jazz. Chaque heure, la reproduction des villageois s'accélérait, multipliant nos options et élargissant nos possibilités. L'un de nos membres a utilisé ses connaissances en redstone pour construire une machine à trinitrotoluène, afin de dégager de l'espace pour une ferme à slime.
Ensuite, nous avons nettoyé les traces restantes, construit des couches de pierre, automatisé la ferme et finalement, nous avons pu regarder tout fonctionner parfaitement. Nous avons créé d'autres fermes, comme celle des golems de fer pour le fer, une maritime pour les tridents et un château en cours de finition. Avec les ressources disponibles, notre héros a décidé de traverser le continent pour obtenir des informations sur la Légion, cette équipe rivale qui nous avait attaqués. En chemin, il a croisé un joueur nommé Pandas, qui semblait perdu et n'a rien pu apprendre d'utile de lui. Néanmoins, la mission a continué afin de trouver des indices sur la position de notre bourreau. L'interrogatoire s'est poursuivi un moment avec plusieurs personnes jusqu'à ce que nous décidions de quitter la région. Alors, après avoir atteint l'hémisphère sud, nous avons rencontré un groupe de joueurs plutôt alternatifs. Ils semblaient vraiment étranges et suspects, car ils n'avaient ni armure ni outils à ce stade de la compétition. Cependant, l'un d'eux a affirmé avoir une proposition qui pourrait nous être bénéfique. D'après ce joueur, il était le messager principal de l'être ayant envoyé la météorite sur Terre. En s'associant à lui, nous pourrions échapper au désastre imminent. Il est évident que nous ne nous sommes pas laissés emporter par ce cirque de fous et que nous avons continué notre chemin pour obtenir des informations sur nos ennemis. Cependant, malgré tous nos efforts, nous n'avons rien obtenu. Nous pouvons en tirer deux conclusions. Soit les gens ont peur de parler de la localisation de nos bourreaux, soit nous poursuivons le groupe le plus secret du monde entier. Nous sommes donc retournés à notre base principale, située à l'extrême est de la Russie. Cependant, en arrivant là-bas, nous avons aperçu un joueur inconnu et très suspect près de notre ferme à Slime. Nous avons décidé d'aller le voir pour lui demander ses intentions en s'approchant de notre groupe et comment il nous avait trouvés. Il nous a révélé qu'il était venu vers nous parce qu'il avait des informations importantes à nous donner sur la localisation de Murfin, le chef de la Légion. De plus, il nous a remis un livre ultra secret qui, selon lui, contient quelques indices pour trouver la base de nos ennemis. Sans hésiter, nous avons proposé un petit paiement en échange des informations. Par curiosité, son paiement a été un lot de blocs d'émeraude et il nous a remis un livre d'informations. En feuilletant les pages, nous avons découvert que ce groupe se trouvait sur la côte sud d'Hawaï, aux États-Unis. Assis autour d'un feu de camp, nous avons décidé qu'une attaque surprise était préférable à attendre d'être attaqués nous-mêmes. Mais avant cela, il faudrait laisser la base protégée. Le plan serait d'ouvrir et nettoyer une immense zone pour l'utiliser comme structure principale du futur bunker. Il faudrait des milliers de trinitrotoluènes pour creuser un énorme trou profond dans le sol. Les machines de bombardement à la trinitrotoluène ont rapidement commencé à aplanir le terrain avec succès, nettoyant une grande partie de l'intérieur du sol. Elles ont été améliorées avec des blocs de slime et de redstone, pour qu'elles deviennent de véritables bombardiers. Ces avions ont été configurés pour larguer 2 fois plus de bombes. De plus, des machines capables d'assécher toute trace d'eau ont été construites. Pour éviter l'interruption des systèmes, après des millions de blocs détruits et des jours de fonctionnement des machines de bombardement, le périmètre était enfin prêt. Après environ un jour, le périmètre était terminé. Alors que notre groupe était préoccupé par l'achèvement de la construction du bunker et le renforcement des liens d'amitié, d'autres joueurs à travers le monde mettaient en œuvre leur propre plan de survie. Une guilde de survivants d'Éthiopie a organisé son propre château souterrain, tandis que les habitants du sud des États-Unis se sont préoccupés d'ériger des usines et de puissants arsenaux militaires. En Chine, un fou qui voyageait seul a construit une immense structure faite uniquement de lits pour, selon lui, survivre à l'impact de la météorite. C'est étrange. Au Brésil, la forteresse incrustée dans la montagne a été l'œuvre la plus remarquée. Il y avait également Murfin, notre redoutable ennemi, bien installé dans sa base à Hawaï. Un fait curieux, c'est que dans cette vidéo, je vous ai raconté qu'un fou est apparu en disant qu'il était le représentant d'un être divin et qu'il pouvait protéger le groupe de la menace de l'astéroïde. Eh bien, il a inexplicablement commencé à gagner des dizaines de partisans et, avec cela, il était en train de construire une puissante base à l'intérieur du Royaume-Uni. Revenons à notre réalité. À l'extrême-orient de la Russie, le clan avait bien progressé dans sa mission et camouflé le bunker avec la végétation naturelle. Les machines à trinitrotoluène ont été recyclées et transformées en générateurs de pierre lisse, ce qui a été d'une grande aide pour tout le progrès. Ainsi, il a été possible de recouvrir de pierre la muraille ouverte, puis de la remplir de terre, d'arbres et d'herbes, afin de donner un aspect naturel au lieu. Et je ne vais pas vous mentir, le résultat final de ce travail est un peu suspect. Les réparations faites ici sont complètement visibles. Un peu suspect, je suis tombé sur ça. Je pense qu'on devrait... Ce qu'il faut faire maintenant, c'est chercher quelques jeunes plants et essayer de planter le maximum d'arbres possible. Après des heures à abattre des troncs, collecter du bois et des jeunes pousses, ce qui devait être un travail salissant, est devenu la copie parfaite d'un biome forestier et montagneux.
Le résultat n'aurait pas pu être meilleur. Après plusieurs nuits blanches et un travail acharné de planification architecturale et d'agencement des couleurs, notre plus grande œuvre atteint enfin le résultat escompté. Cependant, nous devons terminer ce que nous avons commencé. Au travail. Après quelques jours supplémentaires de labeur, le bunker fut achevé. Alors, l'étape suivante a été d'élaborer des stratégies pour mener une attaque active, au lieu d'adopter une posture passive. Ainsi, en partant pour Hawaï aux États-Unis, certains membres ont continué à tenir leur position et à assurer la sécurité de notre base. Cependant, on ne pouvait pas leur faire entièrement confiance, non pas par manque de loyauté, mais par manque de compétences en joueur contre joueur. Enfin, en arrivant en Californie, les guerriers ont construit un petit téléporteur fait de perles de Lend, au cas où les choses ne se passeraient pas comme prévu. Après cela, ils ont enfin aperçu Hawaï, où ils ont pu arriver à la nage, car c'était tout près. L'endroit a été reconnu grâce à l'immense volcan en son centre, facilitant son identification. De plus, près de cette ressource naturelle, nous avons trouvé une base qui correspondait exactement aux informations fournies sur la base de la Légion. Elle avait un tunnel sous-marin menant apparemment à un bunker au fond de l'océan. Nous avons donc décidé d'aller vérifier la véracité de cette structure. C'était maintenant des moments de tension. Nous nous sommes approchés de la base, avons sorti nos pioches, ouvert un trou dans le mur et sommes entrés dans l'endroit. Nous sommes tombés sur une structure étrange et vide, ressemblant plutôt à un piège. Jusqu'à ce que, soudainement, nous apercevions des particules sortir du mur, et à ce moment-là, la peur s'est emparée de nous, mais elle a vite été remplacée par l'adrénaline lorsque nous sommes tombés sur les membres de la Légion qui se sont immédiatement jetés sur notre groupe. Après de nombreux combats et pertes de points de vie, nous avons changé de tactique et sommes entrés dans l'eau, où nous avions l'avantage grâce à nos nouveaux tridents. Cependant, quelque chose qui allait aggraver drastiquement notre situation était sur le point d'arriver. Le météore qui se dirigeait vers la Terre a laissé échapper un éclat de sa coque, qui est tombé à quelques kilomètres de l'océan où nous menions notre grande bataille. De cette façon, la guerre a dû s'arrêter pendant quelques instants afin que nous puissions observer la grande cavité que cette catastrophe naturelle avait causée, et voir si elle avait laissé un fragment. Pourtant, le pire était à venir quelques secondes plus tard. Le volcan de l'île, affaibli par l'impact de la météorite, est entré en éruption et a explosé, déversant instantanément des milliers de litres de lave. La chance dans cette situation était que nous étions assez loin de l'explosion pour tenter de nous échapper à la nage, mais le temps était compté. Il se trouve que la lave a commencé à envahir l'océan et, inévitablement, à s'approcher de notre groupe et du leur. À ce moment-là, nous luttions contre la peur de mourir brûlés et contre la Légion, qui restait à notre ennemi. Mais pour l'instant, pas la plus grande d'entre elles. Soudain, Murphy et ses complices ont trouvé des bateaux en bois, sont montés à bord et nous ont laissés derrière eux. Cependant, avec toute notre détermination, nous les avons suivis et avons essayé d'embarquer avec eux afin de rester en vie. Malgré cela, nous avons dû abandonner la mission et les laisser derrière, la lave s'approchant rapidement. Ainsi, les montagnes seraient le seul refuge sûr. Et maintenant que la lave avait englouti Miami, nous sommes passés à la deuxième partie, où une expédition a été organisée pour trouver la nouvelle base de nos pires rivaux, qui consistait en une forteresse dans le sud de l'Afrique. Là-bas, il était possible d'observer des dizaines d'affiches invitant des gens ordinaires et des mercenaires à rejoindre le groupe. Donc, alors que nos ennemis comptaient 15 membres, nous n'en avions que 9. Pour équilibrer le jeu, le groupe de nos héros a également créé des dizaines d'affiches accrocheuses pour susciter l'intérêt des gens à s'enrôler dans notre équipe. Comme beaucoup de joueurs avaient perdu leur base à cause du volcan, il a été possible de recruter 14 personnes de plus, pour un total de 24 membres. La seule civilisation qui restait encore isolée et sans s'allier à aucune autre équipe était la Gus Colt, du joueur Pixel Place. Ce sont ceux-là, avec ce chef fou qui se dit messager de l'être universel et qui va sauver tout le monde de la météorite. Nous ne devons pas les dénigrer, car malgré leur folie, ils se sont révélés jusqu'à présent être des joueurs extrêmement compétents. Maintenant que notre groupe de membres est relativement plus grand, nous allons construire une base située stratégiquement près de la Légion. En résumé, nos prochains buts seront simples. Nous allons construire un immense arsenal militaire, composé d'un avion de bombardement de trinitrotoluène, de navires de guerre avec des canons, d'usines de poudre à canon et du canon électrique le plus complexe de l'histoire de Minecraft. Ainsi, nous avons dû débuter notre aventure au bas de l'échelle, bâtissant de modestes fermes et améliorant graduellement notre équipement. Après un certain temps, il était enfin temps de penser à notre premier navire de guerre. Pendant des heures, il a fallu miner des milliers de pierres lisses et de blocs de béton. La construction a débuté par la structure de la base du navire, suivie de la coque, l'intérieur, les engrenages, les câblages de redstone, le système, le pont et le canon. Ainsi, la création des navires a pu être standardisée, et leur production à plus grande échelle a commencé. Pendant que cela était fait, un coup d'œil à nos ennemis a permis d'analyser toute la zone où se situait l'armée de Merfin.
Ils possédaient des tours d'observation, des maisons en béton, des murailles fortifiées et même des prisons faites d'obsidienne. Sur le retour, nous avons croisé Groys, un légionnaire et vieille connaissance du youtubeur. Cela a permis une brève conversation puis un coup bas, éliminant le joueur de façon peu loyale mais nécessaire. De retour à la base, nous avons pu constater les grands progrès réalisés par le groupe. Maintenant, il est temps de commencer la construction de nos armes, ou plutôt de nos super canons automatiques, qui utiliseront des systèmes complexes de redstone et seront capables de tirer des dizaines de trinitrotoluènes par seconde. De plus, ils seront capables de bombarder toute la côte du continent africain et d'anéantir tout ennemi qui s'y trouvera. Cependant, cette fonctionnalité était insuffisante car nous avions encore besoin de quelque chose pour pénétrer la base ennemie. Nous avons donc décidé de construire notre navire de bombardement, doté d'un système similaire aux autres navires, capable de doubler la quantité de trinitrotoluènes pour réaliser une attaque à la bombe supermassive et destructrice plus rapidement. De plus, grâce à des pistons collants, il peut voler dans n'importe quelle direction. Avec les navires, les canons et l'avion, le progrès militaire de notre armée devient remarquable. Cependant, un gros problème est apparu soudainement. C'est parce que notre cible principale était la base principale de la Légion, mais nous ne nous attendions pas à ce qu'ils aient un plan B. Nos ennemis possédaient également un bunker situé sous l'océan, ce qui compliquait toute possibilité de bombardement, puisque les trinitrotoluènes ne fonctionnent pas sous l'eau. Nous avons donc organisé une réunion d'urgence avec la direction pour développer une nouvelle stratégie visant à anéantir le plan B de la Légion. L'un des membres du groupe, Cadiz, a eu l'idée inédite de créer un super fusil de sniper à trinitrotoluènes. Pour réussir dans la vie, il faut prendre des risques. En adoptant le plan de Cadiz, nous ferions de notre mieux pour l'exécuter parfaitement. Voici comment fonctionnerait la Super Sniper. Nous construirions un arsenal de machines volantes à la limite du ciel. Une fois activée, elle libérerait un missile téléguidé capable de s'arrêter aux coordonnées indiquées. Arrivé sur place, il lâcherait des centaines de chariots de trinitrotoluènes suivis d'un jet d'eau pour éviter les explosions prématurées. De cette façon, le missile entrerait par le seul point d'accès et, si personne ne le détruisait en quelques secondes, il ferait exploser une grande partie de la base de nos ennemis. De plus, nous avions un autre super canon positionné à des kilomètres de là, qui serait activé simultanément à notre missile atteignant leur base, provoquant une double explosion dévastatrice pour les environs. Il se trouve qu'en parallèle à notre attaque, nos ennemis de la Légion ont traversé tout le continent pour attaquer la civilisation des Gaïs. Ces étranges Bédéquitéens n'est resté neutre jusqu'alors. Là-bas, ils ont mis le feu aux murailles, aux maisons et aux statues, ont pillé des ressources et, finalement, ont fait du chantage aux membres pour qu'ils les rejoignent. Beaucoup ont refusé, ce qui a mis en colère les chefs de la Légion, qui ont alors complètement détruit toute la base des innocents. De plus, les habitants ont été capturés et emmenés en prison, étant forcés de travailler et de se battre entre eux. Mais à ce stade, il n'y avait plus rien que nous puissions faire. Ainsi, nous sommes retournés à notre base pour préparer la bataille finale. Après une longue et tendue réunion stratégique, nous avons décidé d'activer notre super sniper de trinitrotoluènes. Ensuite, nous avions tenté Santenta en sa défense. Nous avons suivi le missile pour voir s'il atteindrait sa destination finale en toute sécurité. Arrivé aux bonnes coordonnées, il a lancé les chariots de trinitrotoluènes dans le bunker secret de la Légion. Pendant l'attente de l'activation, notre canon principal a bombardé la côte et la base centrale de l'île, activant le missile téléguidé et détruisant tout l'intérieur du bunker sous-marin. Puis est venu le grand moment d'activer l'avion bombardier de trinitrotoluènes. La tension était à son comble car, à partir de ce moment, nous allions assister à la destruction d'un continent entier. Pour contribuer, notre opérateur de machine a activé les canons restants pour fournir un soutien terrestre. Et la somme de tous ces facteurs ne pouvait avoir qu'un seul résultat. La base de la Légion a été complètement anéantie. À cet instant, le dernier espoir de nos pires rivaux était le combat rapproché. En courant à découvert, nous avons vu un ennemi au sommet d'une colline. Nous avons utilisé notre trident pour l'atteindre, le pousser du haut, l'emmener vers la mer et l'éliminer. Pendant que les combats au corps à corps faisaient rage, de nouvelles victimes tombèrent. C'est à ce moment-là que nous nous sommes rendus compte que notre ami Spey, l'un des grands bâtisseurs du groupe, avait été capturé par les ennemis. Mindless était l'un de nos derniers alliés. Nous l'avons trouvé au cœur de la bataille, lui avons annoncé la nouvelle et compris qu'il fallait encore affronter Murfin, le chef de la Légion. Le youtubeur et son ami sont partis affronter l'ennemi Murfin, qui retenait Spey en otage. Alors que la conversation s'envenimait, un élément oublié par la plupart a refait surface. L'astéroïde qui s'approchait de la Terre a libéré un autre fragment, qui a frappé l'océan au sud du continent et provoqué un énorme et massif tsunami.
Dès cet instant, nous avons réalisé qu'il fallait quitter les lieux rapidement. Néanmoins, les tensions ont repris car Murfin a rompu les pourparlers et relancé les attaques. De plus, chaque fois que nous essayions de nous approcher de Spey pour briser les obsidiennes, nous étions repoussés à cause des dégâts que l'épée de Murfin infligeait. Alors le tsunami a atteint l'endroit où nous étions, et il était déjà trop tard pour essayer de sauver notre ami, qui était piégé dans les obsidiennes, et ainsi, malheureusement, nous l'avons perdu de la pire façon possible. Et la grande vérité, c'est qu'à la guerre, il n'y a pas de temps pour les lamentations, puisque tous les guerriers devaient échapper au tsunami et en même temps à Murfin et à ses complices qui étaient encore en vie et nous poursuivaient. Ainsi, nous avons pénétré dans une forêt dense pour tenter de traverser le continent à pied. Pendant ce temps, toutes les bases, constructions et bunkers étaient engloutis par l'eau du tsunami. À ce stade, nous avions semé le groupe de la Légion, mais ce n'était pas notre principale inquiétude à ce moment-là. Maintenant, la lave du volcan, qui a été la première catastrophe naturelle de la vidéo, avait déjà traversé les Amériques, et l'eau du tsunami atteignait déjà la pointe de l'Europe. Nous sommes arrivés à l'ancienne base de la civilisation des fous, seule structure humaine encore debout. Nous nous sommes positionnés, avons rassemblé des ressources, nous sommes réunis et avons attendu le pire.